Enfin, pour moi, c'est un petit défi personnel que je souhaitais relever, d'organiser un meet-up et de présenter Docker. Je tiens tout de suite à dire que Docker, je suis pas un expert, mais ça fait maintenant un an, ouais, un peu plus d'un an que je l'utilise. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne occasion pour faire une introduction à Docker. Donc pour détendre un peu, pour que je puisse me détendre un peu, je vais lancer une petite vidéo d'introduction qui est passée lors de la dernière DockerCon à Paris. C'est une convention que Docker organise tous les 6 mois, où elle réunit un peu toute la communauté et où il y a différentes conférences. Il faut savoir qu'en ce moment même, là, depuis hier, c'est aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est la DockerCon, mais à Barcelone cette fois-ci. Donc voilà. Je vais lancer la vidéo. Well, it's not working in prod. Indeed, it's not working in prod. Well, it's not my problem. It works just fine on my machine and on the dev server. Well, I told you all systems are ISOs. And if it's working in dev, it's working in prod. it's ISO? Oh yeah, essentially, I mean, pretty much almost. Almost? What do you mean, almost? You know, there's maybe a very small gap in minor versions, and for some plugins. Nothing particularly important. Solomon, you'll always be a coder. No, I give up. I've tried everything. Moving code from one server to another, it's a nightmare. If the code can't be free, then I must be. I'll wander from place to place, go fishing all day long. Solomon, I know you. You want to change the world. You'll never find a big idea by fishing. Ah! Solomon, are you okay? Eureka! I've got it! Well, I may not be able to type, but the project is cool, I swear. Wow, how cool. Docker has written in Go. Dude, I agree this is cool. But this code needs serious help. Just one more ticket before going to bed. Oh yeah, this is a game changer. Pull request sent. Hey guys, it's going crazy. There are too many pull requests from everywhere. I need help. Please, who can help me? Nope. Busy. Sorry, can't do it. I'll do it. I'll do it and I'll maintain it. Test passed. Merge it. Nobody can tell you're a turtle on GitHub. Ah oui, je tiens à remercier aussi Romain Bouillet qui a fait les sous-titres en français pour la vidéo. Donc si vous les avez lus, vous pouvez l'applaudir. Donc voilà, donc qui je suis, donc moi je m'appelle Baptiste Wals, je suis en Master 2 à l'ICN ici, donc en dernière année. Direct en post-bac, je suis rentré donc en première année à l'ICN et j'ai tout de suite pris la spécialisation donc, informatique pour directement la main dans le code. Et ensuite, vu que je me suis découvert une passion, j'ai décidé de faire un contrat de professionnalisation à Decathlon. Je suis rentré à Decathlon du coup pour mon année de Master 1 et Master 2 maintenant. Et si je dois dire quelques mots-clés à propos de ma mission à Decathlon, c'est que j'ai fait pas mal d'AngularJS. Ensuite, j'ai mis en place un Jenkins pour automatiser un peu des contrôles internes à notre équipe sur des bases de données. Et ensuite, j'ai aussi joué avec Docker pour automatiser certaines choses. Et après, sinon, ça va peut-être faire un peu cliché, mais je suis aussi passionné de sport et je cours et je fais un peu de natation aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que Docker ?
Donc quand on va sur le site de Docker, on peut lire que Docker is an open platform for building, shipping and running distributed applications. Donc en fait, building c'est pour compiler les applications. Donc ça permet d'automatiser tout un process complet si par exemple mon application est en Java. Ensuite, shipper c'est pour livrer sur les différents serveurs, que ce soit un serveur de prod, un serveur de dev, etc. Et running, c'est pour lancer les applications et pour les rendre disponibles aux différents utilisateurs. Donc Docker, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez jeune. Ça a 2 ans et demi maintenant. Et le premier, à la base, Docker était à Solomon Hykes, le créateur de Docker, il a créé une première entreprise qui était .cloud. Et .cloud, leur moteur d'automatisation, ils utilisaient Docker, qui a été créé par Solomon Hykes. Et à partir de mars 2013, il a décidé de le rendre open source pour pouvoir aller plus vite dans le développement. Et justement, on peut voir que c'est un repo pas mal contribué sur GitHub. Et Docker est écrit en Go. Donc, à partir de juin 2013, ils ont fait une première levée de fonds de 15 millions de dollars. Donc actuellement, Docker est basé à San Francisco, mais à la base, .cloud et Solomon Hykes, ils viennent de France. Mais en France, faire une levée de fonds pour un truc qui fait de la virtualisation, c'est pas très sexy et ils n'ont pas réussi à lever en France. Du coup, ils sont tout de suite partis aux États-Unis. Et donc très vite, on peut voir les plus gros contributeurs du repo de Docker sont Google, Red Hat, IBM, Cisco. Après, il y a aussi la Linux Foundation et bien d'autres. Je ne peux pas tous les citer et je ne les connais pas tous non plus. Et maintenant, Docker est évalué à 1 milliard de dollars à peu près. Donc c'est un projet qui pèse quand même. Mais pour expliquer Docker, je vais revenir un peu en arrière, par le passé. Donc, moi, je suis en 5e année à Lycéenne, comme je vous ai dit, et je suis né en 1993. Donc, pour moi, les années 90, c'est un peu flou au niveau de l'informatique. J'étais plus à jouer à la Game Boy, comme la moitié de la salle, vu qu'il y a au moins une bonne moitié même d'Lycéenne. Mais c'est un peu les bruits de couloir que j'ai pu entendre. C'est qu'à l'époque, on avait une application sur un serveur physique ou un site web. Il faut m'excuser si je me trompe. Et ensuite, on a eu plus tard l'arrivée des machines virtuelles. Donc une machine virtuelle, qu'est-ce que c'est? En fait, donc on a notre infrastructure. Donc on va prendre un serveur. Au-dessus, sur notre serveur, on installe un système d'exploitation. On va installer ici Linux. Et au-dessus, on a notre hyperviseur. C'est lui qui permet de faire la magie un peu derrière les machines virtuelles et qui permet justement de les créer, etc. Donc ici, on a 3 applications. Chaque application est sur une machine virtuelle. Donc on va dire par exemple l'application 1, elle tourne sur un Linux, la 2 sur un Windows, et la dernière, pour se faire plaisir, elle tourne sur OS X. Ensuite, au-dessus de notre operating system guest sur notre machine virtuelle, on a nos différentes librairies nécessaires à faire tourner notre application. Et ensuite, seulement, on a notre application. Donc ça a vraiment changé les règles du jeu, ça a tout changé. Donc pourquoi? Parce qu'on peut réutiliser les différentes images déjà créées, nos différentes machines virtuelles, pour les déplacer d'un serveur à l'autre, ou même les dupliquer. Ensuite, on peut également prendre des snapshots. Les snapshots, c'est une photo à un temps donné de ma machine. C'est ce qui permet, par exemple, si je veux appliquer un patch de sécurité sur ma machine, je fais un snapshot avant, au moins je suis sûr d'avoir une sauvegarde à un moment donné. Et si jamais, durant la mise à jour, il y a quelque chose ne se passe pas bien, j'ai toujours un point pour revenir en arrière. Et ensuite, ça a aussi simplifié la mise en place de clusters pour pallier aux montées en charge des applications. Mais par contre, il y a un problème, c'est que c'est encore trop lourd. Je ne dis pas qu'avec Docker, c'est la fin des machines virtuelles, pas du tout, parce que bien souvent, on a une machine virtuelle et dedans, on fait tourner un moteur Docker qui lance les différents conteneurs.
Donc maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi les conteneurs Docker. Donc ici, on a le même type de schéma. Si je le compare par rapport au premier, on a toujours notre infrastructure, donc toujours nos serveurs. Dessus, on a notre OS. Je vais prendre toujours Linux parce que c'est plus simple à expliquer pour Docker. Vous verrez par la suite. Et ensuite, j'installe au-dessus ma couche Docker, donc mon moteur Docker. Et au-dessus, ensuite, je peux créer différents conteneurs qui vont, eux, accueillir mes différentes applications. Donc la grosse différence avec les machines virtuelles, c'est que dans mes conteneurs, j'ai pas un système d'exploitation complet qui tombe dessus, j'ai simplement quelques morceaux de système d'exploitation qui me permettent d'effectuer un peu la magie. Donc c'est bien plus léger à lancer. Et tout ça, c'est possible grâce à LXC pour Linux Containers. Donc c'est une virtualisation au niveau de l'OS. Ce qu'il faut savoir, c'est que Docker, c'est pas les premiers à avoir avoir créé des conteneurs et de la virtualisation au niveau de l'OS, mais c'est de nos jours les plus connus et les plus répandus. Mais peut-être que demain, on aura un concurrent qui va aussi faire un système de conteneurs et qui sera mieux, on verra. Ensuite, on a aussi c'est aussi grâce aux control groups. Donc ça, c'est ce qui permet d'isoler les différents conteneurs entre eux, que lorsque je suis dans un conteneur, j'ai pas du tout accès au système d'exploitation de ma machine hôte et je peux pas du tout impacter justement la machine hôte et tout détruire. Ensuite, on a aussi AUFS, donc c'est Onion File System. Et ça permet, je vais faire tout de suite l'analogie avec Git. En fait, quand vous faites un commit sur Git, le commit, c'est une différence par rapport au commit précédent. Donc, par exemple, si j'ai ajouté 10 lignes de code dans mon commit, je ne vais pas reprendre l'intégralité de mon code, je vais simplement prendre ces 10 lignes différentes. Et en fait, pour l'Onion File System, c'est la même chose, mais au niveau des dossiers. Donc, si j'ajoute un fichier ou si j'ajoute des binaires dans mon conteneur, à chaque fois, ça va être un diff par rapport au conteneur précédent et au fur et à mesure, ça s'empile. Bon, à vous regarder, vous avez l'air un peu perdu. Je vous avoue que ça, c'est un peu compliqué aussi pour moi. J'ai voulu l'aborder parce que c'est la racine, mais n'hésitez pas à aller voir de votre côté un peu si vous voulez creuser. Donc, quel est le but de Docker ? Qui mieux que Solomon Hykes, son créateur, pourrait l'expliquer. Donc c'est pour ça que je vais vous passer un petit extrait de 5 minutes de son dernier meet-up en France qui s'est déroulé dans l'école 42 le 7 octobre dernier, où il explique justement pourquoi ils ont créé Docker. Ça me permet de parler un tout petit peu de ce qui m'intéresse le plus, moi, qui est pourquoi est-ce qu'on fait Docker, c'est quoi vraiment la motivation, qu'est-ce qui est de commun, est-ce que la motivation, c'est de faire une entreprise qui règle les problèmes du gouvernement américain? Non. Qui règle les problèmes des banques pour mieux livrer leur logiciel? C'est sympa si on aide, mais ce n'est pas le but premier de Docker. C'est pas non plus le but, c'est pas non plus de spécifiquement d'aider des élèves d'école d'ingénieurs à faire leur projet. C'est aussi génial que ce soit possible. Mais tout ça, c'est comme des effets secondaires du but. Et pour nous, le but, c'est vraiment de changer la manière dont on programme. Changer la manière dont on invente des choses nouvelles avec le logiciel. Et donc voilà, je dézoome un peu, hein, c'est un peu moins concret, mais ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est pas mal d'en parler ici dans une école qui utilise la programmation, c'est que voilà, si on est créatif, si on a quelque chose à dire, quelque chose à inventer, la programmation, c'est vraiment un média incroyable pour exprimer ses idées, mais sous-exploité, parce que les outils sont pourris, quoi. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut vraiment faire. Et ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est de découvrir des projets, des gens vraiment qui repoussent les limites de ce qu'on peut faire avec un système informatique aujourd'hui. Et il y a un point commun à travers tout le monde,
c'est le temps gâché sur les outils pour pouvoir commencer le vrai boulot. Et là, on parle vraiment dans un spectre très 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 large. On parle d'équipes de recherche qui veulent processer des quantités de données monstrueuses pour pouvoir rechercher la vie dans l'espace, par exemple. Ou alors préparer la prochaine mission sur Mars, j'en sais rien. En biotech, ça peut être recherche d'un nouveau médicament. À côté de ça, on a... je suis toujours nul pour trouver des exemples sympas, mais d'initiation à la programmation pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de sympa à un enfant pour lui montrer le pouvoir du truc? Dans les années 80, on pouvait mettre une boîte à pizza, un écran un peu arrondi là, et puis on pouvait faire un TP, puis le gamin il tape quelques lignes et hop il y a un cercle qui s'affiche sur l'écran et c'est la première interaction. Aujourd'hui, en fait, on a un peu régressé de ce côté-là, quoi. La barrière pour avoir un premier résultat sympa, il faut comprendre les outils, il faut apprendre un langage qui est plus compliqué que Basic à l'époque. Il y a toutes sortes de barrières parce qu'on a changé d'approche. On est devenu une sorte de guilde d'experts avec des codes. Il faut rejoindre le culte, quoi. Je trouve qu'on a un peu dévié de la programmation comme outil de créativité, quoi, comme l'écriture ou la musique. Voilà. Donc la question, c'est si on remplace les outils pourris par des outils mieux, qu'on les rend plus accessibles, et qu'au lieu de les faire fonctionner sur une machine à la fois, on les fait fonctionner à l'échelle de milliers et milliers de machines, des serveurs, des appareils de mesure, mon laptop, plus tard ma voiture, ma maison, des données en temps réel qui viennent de je sais pas où, du paiement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que des millions de programmeurs peuvent faire? Voilà, ça c'est notre but. Si au passage c'est plus facile pour le gouvernement d'acheter des tanks, très bien. Bon, les tanks c'est peut-être le mauvais exemple. Mais c'est bien, pourquoi? Parce que ça permet ça nous donne des choses à vendre. Et quand on vend des choses, on génère du revenu. Avec ce revenu, on peut investir plus d'énergie, plus d'argent. On peut travailler avec plus de gens pour créer des outils encore meilleurs la fois d'après. Et on lance une boucle où chaque génération d'un meilleur outil donne les moyens d'en créer des meilleurs, de surenchérir, quoi. Bon, je suis parti dans une tangente, c'est normal, il y en a peut-être parmi vous qui me connaissent, c'est toujours comme ça. Mais c'est important de parler de ça parce que si on oublie pourquoi on fait un projet, ça ne sert à rien finalement. Ça débouchera sur rien. Donc, comment installer Docker? Donc, les phases d'installation, elles sont différentes. Enfin, ouais, que si vous utilisez Linux ou OS X ou même Windows. Pour Linux, comme je vous disais, pour Docker, on a besoin d'un kernel, un noyau Linux. Donc, pour Linux, c'est totalement transparent. Il y a rien, vous installez Docker et ensuite, lorsque vous installez Docker, vous avez le démon Docker et le client Docker. Donc le démon, c'est lui qui interagit avec les conteneurs, etc. et qui fait un peu la magie derrière. Et il met à disposition une API qui est appelée par le Docker client. Et le client Docker, justement, c'est vous qui l'utilisez donc quand vous faites Docker Run, etc. pour lancer un conteneur. Mais par contre, sur OS X ou Windows, forcément, on n'a pas de noyau Linux. Donc du coup, ça va peut-être vous paraître un peu aberrant, mais du coup, on crée une petite machine virtuelle Linux dans laquelle on fait tourner Docker, dans laquelle on installe, dans laquelle tourne notre démon Docker. Et nous, depuis notre terminal, on utilise le client Docker qui, lui, donne les ordres au démon qui est à l'intérieur de notre machine virtuelle Linux. Mais c'est totalement transparent au final au niveau de l'utilisateur. Il y a juste lorsque vous devez juste démarrer, d'abord je vous ferai une démo après, juste démarrer la machine virtuelle Linux qui est légère, qui fait 24 mégas. Et ensuite vous setez votre environnement et après vous faites exactement les mêmes commandes que vous soyez sur OS X ou sur Linux ou sur OS X ou Windows ou sur Linux.
Donc je vais vous présenter le Docker Hub. Donc le Docker Hub, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme GitHub, mais au final c'est un hub. C'est pas pour du code comme GitHub, c'est là où on héberge nos différentes images utilisées par la suite pour créer nos conteneurs. Donc si je vous montre, c'est hub.docker.com. Donc là, j'arrive sur l'interface. Donc je peux chercher, par exemple, j'ai envie de créer un conteneur Ubuntu. Donc je vais chercher Ubuntu. Ça va, on voit. Ouais. Donc ici, on a toute une liste gigantesque. Donc à chaque fois, il y a des images officielles mises à disposition par Docker, parce que je vous ai pas dit, enfin sinon, mis à disposition par Docker. Et ensuite, il y a d'autres images qui ne sont pas officielles, mais qui sont pushées par des utilisateurs comme vous et moi. Et on peut voir aussi, on a le même système d'étoiles pour évaluer une image que sur GitHub. On peut voir le nombre de téléchargements, etc. Donc, sur le hub Docker, il y a 1,2, depuis sa création, il y a eu 1,2 milliard de téléchargements. Ça fait à peu près, de nos jours, les chiffres ils datent de la semaine dernière, 5,6 millions de pulls par jour. Donc ça représente tous les jours, on retélécharge autant d'images qui ont été téléchargées durant la première année de création, suite à la création du hub. Donc c'est gigantesque. Et on a 240 000 repositories. Et chaque repository peut accueillir plusieurs images. Mais les 240 000 repos, ils ne sont pas forcément tous pertinents. Mais même s'il y a 0,5% ou 1%, ça nous laisse 2400 images ou 1200 images potentiellement pour s'amuser. C'est pas mal. Donc là, je vais lancer un conteneur Hello World. Donc là, je vais le chercher sur le hub. Donc je regarde, donc je vois, il existe, il est officiel. Je peux faire exactement la même recherche dans mon terminal, mais avant de pouvoir faire ça, comme je vous ai dit, je suis sur OS X, du coup je dois lancer ma VM Linux qui va accueillir mon démon Docker. Donc du coup, pour ce faire, j'utilise Docker Machine. J'ai pas le temps de vous faire une présentation de Docker Machine, mais en gros là, pour l'instant, si vous retenez que c'est ce qui va lancer simplement ma VM Linux, c'est assez. Donc j'ai appelé ma VM Docker Meetup. Donc là, je la lance. Donc ça peut prendre un peu de temps. Enfin, un peu de temps, c'est assez rapide quand même. Donc on peut voir que sur VirtualBox, ça lance vraiment une VM Docker Meetup ici. Bon, je n'ai pas fait la mise à jour, c'est pas bien. Donc là, je vois, elle est lancée. Donc là, faut attendre. Ça prend peut-être 30 secondes. Mais après, ça, on peut le faire en tâche au démarrage de son ordinateur. Je n'ai pas fait, mais... J'aurais dû mettre une petite musique. Voilà. Donc là, elle est lancée. Ensuite, je dis à mon terminal, OK, quand j'exécute mes commandes, tu vas taper dans ma VM Docker Meetup. Voilà. Donc là, ce que j'ai bien accès aux différentes commandes Docker. Bon, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai cherché Hello World sur le hub. Je peux faire, comme je vous disais, je peux faire exactement la même chose dans mon terminal en faisant Docker Search Hello World. Donc ici, il va me retourner une liste. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc il me retourne une liste de plein d'images disponibles. Donc ici, moi, je vais lancer. Donc elle s'appelle bien Hello World et c'est une officielle. Il y a 27 étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais la télécharger en local sur mon ordinateur avec Docker Pool. Donc Docker Pool Hello World. Donc là, je la télécharge. Voilà. Par défaut, si on ne met pas de tag à la suite, on télécharge la dernière image. Un tag, qu'est-ce que c'est? C'est si je retourne sur le hub, quand je clique sur Hello World, bon, forcément, il n'y a qu'une version sur celui-ci. Si je regarde la Ubuntu, quand je clique, donc j'ai la documentation, etc. Et là, je peux voir que je peux lancer différentes versions de l'image souhaitée. Du coup, si on ne met pas de tag, ça télécharge la dernière. Donc là, on peut voir qu'il a téléchargé mon conteneur Hello World. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un
Onion File System, c'est comme je vous disais, à chaque fois c'est empilé les différentes choses installées dessus. Donc on voit bien qu'ici il a téléchargé d'abord cette image-là. Ensuite, il a téléchargé cette image-là, il les a empilées pour en créer une seule entière. Donc maintenant que j'ai fait mon Docker pull, je peux la lancer tout simplement avec la commande docker run hello world. Et là, magie, il prend mon image, il exécute ce qui est à l'intérieur de mon image. Donc on peut voir qu'il m'affiche hello from docker. Donc si on lit un peu ce qu'il écrit, donc on voit que moi j'ai fait docker run hello world. Du coup mon Docker client il a contacté le démon à l'intérieur de ma VM VirtualBox. Dessus il regarde quand je fais docker run, il regarde ok, est-ce que j'ai l'image en local? Si oui, je la lance, sinon je la pull. Mais moi vu que j'avais fait un pull tout à l'heure auparavant, il n'a pas cherché à la retélécharger. Ensuite, une fois qu'il a télécharger l'image, il ajoute un petit layer au-dessus qui crée mon conteneur à partir de l'image, parce que les images Docker, elles sont en read-only. Du coup, vous ne pouvez rien faire dessus, vous ne pouvez rien exécuter. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les conteneurs et les images. Donc là, du coup, il exécute l'exécutable à l'intérieur de mon conteneur, et cet exécutable, il m'affiche hello from Docker. Donc là, je vais vous faire exactement la même chose, mais avec un Ubuntu. Donc si je fais un docker run Ubuntu, je lui dis ok, à Ubuntu, tu t'exécutes l'exécutable echo et dedans tu m'affiches hello from Docker. Donc là il m'affiche hello from Docker et le conteneur, enfin l'image hello world, en fait elle prenait simplement un système d'exploitation simple, minimaliste, et dessus il a ajouté l'exécutable echo et ensuite il exécute hello from Docker. Bon là c'est pas super fun. Donc ce que j'aime bien aussi faire, c'est lancer quand j'ai un nouveau système d'exploitation, c'est pouvoir faire des ls, des cd, voir ce qui se passe dedans. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en mode interactif dans mon conteneur Ubuntu. Du coup ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais faire un docker run, sauf que je vais le lancer en mode interactif. Donc je vais faire Ubuntu et dedans je vais exécuter bash. Du coup, là, j'arrive à l'intérieur de mon conteneur. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les conteneurs Docker, à chaque fois, une fois que le process principal est terminé, le conteneur s'arrête. Donc tout à l'heure, c'est pour ça que quand j'ai fait un Docker run ici, Ubuntu, et j'ai fait un echo, il a lancé le process echo, et il a fait un hello from Docker, et ensuite, mon process principal était terminé. Du coup, le conteneur, il s'est arrêté. Là, je viens de lancer bash dans Ubuntu, mon process il n'est pas encore fini, du coup mon conteneur il continue de tourner. Donc là si avec PS j'affiche à l'intérieur de mon conteneur les process, je vois bien que j'ai bash qui tourne, et donc là il tourne. Donc si je fais ls, je suis dans un Ubuntu classique, j'ai bien les différents dossiers. Donc si je vais dans home par exemple, il est vide là, parce que à chaque fois je suis parti de l'image Ubuntu qui est minimaliste, du coup c'est vide. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on peut tenter des trucs un peu tricky, vu qu'on s'en fout, on va rien perdre. Donc là, par exemple, je peux faire un rm-rf de la racine. Je vous avoue que la première fois que j'ai lancé cette commande, même si je savais que j'étais dans un conteneur, j'avais un petit peu peur. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Unix, ça supprime récursivement tous les dossiers à partir de la racine. Du coup, là, je le lance. Ah, il y a un petit warning en plus. Je dois faire no preserve route. Et là, il commence à supprimer les trucs. Bon, là, c'est un peu badant. Bon, là, il nous dit qu'on n'a pas le droit de supprimer certaines choses. Donc ça, je suppose que ça... Je suis pas assez expert là-dedans, mais je pense que ça vient du fait qu'on est dans un conteneur. Il y a certaines choses auxquelles il n'a pas accès. Mais on peut voir, par exemple, là, je veux voir ce qui se passe dans mon Ubuntu, mon conteneur Ubuntu. Si je fais ls, ah mince, je connais pas ls. Si je fais cd home, il va me dire il n'y a plus rien, quoi. Home n'existe plus. Mais là, c'est pas grave, je suis dans mon conteneur, je peux le quitter et je suis de retour sur ma machine, sur mon OS X, donc j'ai tout. Et si je veux, je peux relancer Ubuntu. Et là, maintenant, je suis comme avant. Il repart de l'image de base. Donc voilà.
Là, j'ai tout fait. Donc, voilà. Donc, ensuite, les images, donc je peux quitter. Donc, ensuite, j'ai la commande Docker Image qui me permet de lister toutes les images que j'ai en local sur ma machine. Donc là, on peut voir que j'ai bien le Ubuntu, le Hello World et j'ai d'autres images. Donc, je vais lancer en arrière-plan un GitLab pendant que je continue les explications. Donc, et je vais vous prouver que Docker, c'est cool, qu'on peut installer un GitLab en une ligne de commande. Donc GitLab, au final, en gros, c'est un GitHub que vous pouvez installer en local sur vos serveurs chez vous. C'est beaucoup utilisé en entreprise. Donc là, je vais faire Docker Run. Du coup, je vais chercher sur le hub Docker, je vais chercher GitLab. Donc si je regarde, j'ai différentes images. Donc celle-ci a l'air cool, il y a beaucoup de pools, etc. Donc c'est GitLab/GitLab CE. Donc Docker Run GitLab/GitLab CE. Donc ce qu'il va faire là, il va tenter de la pooler sur le hub, mais moi je l'ai téléchargée d'avance parce qu'elle est quand même assez lourde à télécharger. Et ce que je lui dis, c'est que tu rediriges le port, parce que le GitLab il va être servi donc sur le localhost de ma machine virtuelle. Du coup, je lui dis, tu rediriges le port de ma machine virtuelle vers le port 80 de mon host. Donc là, je le lance. Là, il va faire sa tambouille, il va loguer un peu. Bon, il faut le temps que ça se lance. Du coup, je vais faire d'autres trucs en attendant. Donc là, je suis dans un autre terminal. Du coup, j'ai aussi Docker RMI qui permet de supprimer les différentes images de ma machine. Donc si je fais Docker Image, admettons, je veux supprimer Hello World. Je fais RMI-F Hello World. Et là, ça la supprime. Donc si je liste mes images, je vois bien que j'en ai une de moins. Bon, ici, ça peut faire un peu peur, 1,3 giga, mais c'est pas la taille réelle des images. Mais méfiez-vous quand même, ça a tendance à prendre très vite de la place sur vos systèmes si vous faites jamais le ménage. Surtout quand il crée des images intermédiaires, etc. Ça a tendance à se stacker et à force, ça prend beaucoup de place. Voilà. Ensuite, j'ai la commande PS. PS, elle sert à afficher les images qui sont en train de tourner sur votre machine. Donc si je fais Docker PS, ici, je vois que... C'est un peu trop limité. Si je fais... Ouais, bah, c'est bon. Donc je vois que j'ai un GitLab qui est en train de tourner sur ma machine et chaque conteneur est identifié par un hash donné et on peut lui donner un nom si on souhaite ou sinon il y a un nom random qui est donné. Et RM, c'est si je veux l'arrêter. Bon là, j'ai pas trop envie de l'arrêter parce que je viens de la lancer. Donc ici, je vois que mon GitLab, il a fini de tourner. Donc je vais aller sur mon navigateur pour y accéder. Mais je vous disais, justement, c'est en train de tourner dans ma machine virtuelle Linux. Du coup, il faut que je récupère l'IP de cette machine. Donc, IP, Docker, pour y accéder, Docker Meetup. Donc là, j'ai l'IP. Et depuis mon navigateur, je peux appeler cette IP. Donc là, il rentre dans mon conteneur. Et là, j'ai bien un GitLab d'installer et qui tourne à l'intérieur de mon conteneur. Donc maintenant, je peux me connecter et... Il faut juste que je récupère le mot de passe, parce que je m'en souviens jamais. Il n'est pas super facile à retenir non plus. Donc là, je me connecte et je rentre dans mon GitLab. Là, il me demande de changer le mot de passe avant de pouvoir faire, voilà. Voilà, donc là, je suis dans mon GitLab. Je peux très bien créer un nouveau projet, My Project. Voilà. Donc là, j'ai mon projet de créer. Après, je peux justement faire des commits et des push sur mon GitLab. Mais là, c'est bien beau. Le problème, c'est que j'ai aucune façon. Là, actuellement, si je veux, je peux re-rentrer dans mon conteneur avec Docker exec en mode interactif. Donc, je vais rentrer dedans en mode bash. Donc, j'ai accès à son système de fichiers, etc. Si je fais des push, des commits, il va l'enregistrer dans le système de fichiers de mon conteneur. Mais le problème, c'est que là, si je kill mon conteneur, je vais perdre toutes les données. Ok, je suis dans mon conteneur, c'est normal. Je vais perdre toutes les données qui sont dans ce conteneur. Et
Du coup, c'est bien beau si mon serveur il plante, du coup mon conteneur je perds toutes les données de mon GitLab, donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pour ça que Docker a mis en place les volumes, c'est ce qui permet de contourner l'Onion File System et qui permet de binder vos dossiers sur votre machine avec votre conteneur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais lancer un Apache dans lequel je vais servir mon portfolio. Et je vais lancer ça dans un conteneur. Du coup, ce que je vais faire, donc je vais aller en local sur mon portfolio. Je vais aller dans le dist. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je ne vous ai pas montré pour faire un volume. Donc, ce que je vais faire un Docker run. Je vais lancer le conteneur HTTPD. Et dedans, je vais lui faire un volume à l'aide de -v. Je vais lui dire, tu prends mon dossier courant et tu le mets à l'endroit où je souhaite dans le conteneur. Du coup, là, je vais regarder sur l'image HTTPD à quel endroit je dois placer mon dossier dans le conteneur pour que ça le serve mon Apache. Du coup, c'est ici. Voilà. Voilà. Et je vais lui dire, pareil, je vais rediriger le port sur ma machine sur le port 8888 et le port 80 du conteneur. Voilà. Donc là, il a lancé mon Apache. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais attaquer ma machine virtuelle, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas l'attaquer sur le port 80. Je vais attaquer sur le port 8888. Et là, magie, j'ai mon portfolio qui est en train de tourner dans un conteneur, dans un Apache, dans un conteneur. Donc voilà. Donc là, je peux l'arrêter. Ensuite, donc là, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cette magie pour créer à partir d'un Ubuntu le HTTPD, etc. En fait, c'est tout simple. Il y a aussi un système de commit dans Docker. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, si je vais repartir du Ubuntu de tout à l'heure. Si je fais un Ubuntu, je rentre en bash. Donc là, je vais lui installer apt-get install le binaire hello. Donc là, il l'installe. Donc j'ai bien hello d'installer, ça fait hello world, génial. Par contre, si je quitte mon conteneur, mon binaire hello, je l'ai perdu. Quand je relance Ubuntu, j'ai plus hello. Du coup, je dois le réinstaller. Donc là, je vais le réinstaller. Et pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que dans un autre terminal, je vais faire un commit. Donc je vais afficher là les conteneurs qui passent, qui tournent. Donc j'ai bien mon Ubuntu avec Docker PS. Je vais faire un Docker commit. Je vais lui mettre un message parce que mettre un message cool sur ses commits, c'est important. Donc Ubuntu with hello. Bon, c'est pas... OK. Je vais prendre l'ID de mon conteneur et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler batwal/myubuntu. Voilà. Donc là, il a commité mon conteneur. Donc si je vais dans mes images, je vois que désormais, j'ai bien mon conteneur batwal/myubuntu d'accessible. Donc je peux faire un Docker run, donc en mode interactif comme tout à l'heure. Je vais lancer batwal/myubuntu en mode bash. Et là, j'ai bien le binaire hello d'accessible et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on peut stacker les différents trucs qu'on souhaite à installer, etc. Et pas à chaque fois repartir du Ubuntu de base. Donc ça, c'est bien beau, mais c'est un peu... Enfin voilà, donc je vais vous montrer aussi que... Maintenant, si je souhaite que Thibaut, ici présent, depuis son ordinateur, il lance mon Ubuntu Custom, je vais le pusher sur le Docker Hub avec la commande Docker Push, donc batwals/myubuntu. Donc là, il va l'envoyer sur le Docker Hub. Donc, il faut attendre un peu. Et là, j'aurai accessible... et là, Thibaut il va faire ensuite, depuis son ordinateur, il peut faire un Docker pull batwal/myubuntu, il pourra l'exécuter et ça va, il aura accès justement à ce que je lui ai mis à disposition. Voilà, donc là, il l'a fait. Donc si je mets à jour... je vois bien que sur le hub, j'ai eu une image batwal/myubuntu de disponible qui est en public. Sur le hub, il faut savoir qu'avec un compte gratuit, on a le droit de pusher autant d'images publiques que l'on souhaite. Et avec un compte gratuit, par contre, on a le droit qu'à une seule image privée. Donc voilà. Mais
Après, c'est pas les commits, c'est bien pour faire ces tests, mais c'est pas ce qui est le plus utilisé. C'est surtout les Dockerfiles. Un Dockerfile, c'est quoi? Ça permet d'écrire une recette afin de créer mes images. Donc en fait, là je vais vous en écrire un. Donc qu'à dire. Mince, je l'ai déjà fait avant. Test 2. Non, c'est pas lui. Voilà, donc je vais créer un Dockerfile pour écrire la recette justement de mon conteneur avant. Donc, du coup, je vais lui dire que tu pars d'une image Ubuntu, from Ubuntu dernière version, latest. Ensuite, la recette, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai fait un apt-get install hello. Du coup, là, run apt-get install hello-y. Si je veux, allez, je vais lui installer un Vim pour le fun. Parce que de base, on n'a pas Vim et pas dessus. Donc là, je viens d'écrire ma recette. Donc je vais sauvegarder. Et maintenant, une fois que j'ai mon Dockerfile décrit en console, je peux faire un docker build -t pour donner le nom de mon image. Donc my other Ubuntu. Et je vais lui dire, tu vas chercher le Dockerfile ici, là où je me situe. Du coup, là, il va créer mon conteneur. Il télécharge aussi. Il télécharge du coup pour installer Vim et Hello. Bon, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Et ensuite, quand je vais faire Docker image, j'aurai accès à ma nouvelle image, my Ubuntu, etc. Donc là, si je fais Docker image, comme je vous dis, je vois bien que j'ai my other Ubuntu de buildé. Et si je fais my other Ubuntu, je vais faire un interactif. Et je vais lancer bash comme tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié run, ouais, j'avoue. Docker run. Voilà. Et là, je rentre dans mon conteneur et j'ai bien Vim d'installer. Donc Vim Toto. Et j'ai aussi Hello d'installer. Et ainsi de suite. Et après, au fur et à mesure, on a nos Dockerfiles qui deviennent de plus en plus gros. Donc par exemple, si je regarde le conteneur, l'image Node.js sur le hub, souvent on a accès aux Dockerfiles qui ont écrit. Donc si je vais dans Dockerfile, je vois bien que lui, il est parti d'une Debian Witzy et ensuite il a fait les différentes actions nécessaires à installer un Node.js dans une image. Et on n'est pas obligé de faire aussi from Debian Witzy. Vous pouvez très bien partir d'une autre image, lui dire OK, je fais from readytalk /node.js et ensuite je peux ajouter d'autres trucs à mon image en plus. Si je veux par exemple faire un Node.js Bower Grunt par exemple, lui il part, bon lui c'est un mauvais exemple je pense. Lui il part d'une autre version d'un autre repo Node.js Bower Grunt et ainsi de suite. On peut faire des trucs de plus en plus poussés. Donc voilà. Donc ma présentation touche à sa fin. Il y a Romain qui va enchaîner ensuite. Mais sinon, donc Docker, là, vu que c'était un peu une intro pour les beginners, je ne suis pas allé hyper loin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Docker pour automatiser l'installation des postes de développement, pour éviter de perdre du temps. Par exemple, s'ils intègrent un nouveau collaborateur, éviter de perdre 2-3 jours le temps qu'il installe son poste de dev, etc. et pouvoir être opérationnel au plus vite. Et je tiens aussi à remercier Thomas Clavier qui est le créateur du Meetup Docker et je l'ai contacté, il n'est pas présent ce soir, je l'ai contacté justement pour demander s'il pouvait créer un Meetup pour atteindre plus de personnes dans le groupe Meetup. Et je souhaite aussi remercier Docker parce que je les ai contactés aussi pour savoir s'ils pouvaient sponsoriser ou envoyer des goodies pour la conf et ils ont répondu avec gentillesse, pas de souci, et ils m'ont envoyé un colis de San Francisco et du coup là j'ai pas mal de stickers et j'ai aussi quelques t-shirts pour ceux qui souhaitent, donc du coup ça va être un peu au plus rapide, ou à ceux qui ont des questions, si vous avez des questions je peux vous donner un t-shirt. Donc voilà, si vous avez des questions c'est le moment. Attends, je vais te donner le micro.
Oui, du coup, ma question en fait, c'est que moi je bosse du coup dans une team où on a des OS X et des Linux. Et du coup, ça veut dire qu'avec Docker, on peut avoir forcément la même chose. Donc même si on exécute dans une VM quand on est sous OS X, on va avoir la même chose qui va s'exécuter et ce sera transparent. Ce sera transparent, oui. Vu que c'est au final, tu vas lancer tes différents conteneurs, tes différentes images, tes différents conteneurs, ce sera totalement transparent que tu sois sur Linux ou OS X. Et du coup, chez Decathlon, tu as eu l'occasion d'essayer le partage entre guillemets entre les Linuxiens et les Mac Ce que j'avais fait avec un collègue, c'est que, comme tu as pu voir, moi j'utilise OS X et lui il est pro Linux. Du coup, j'avais lancé un truc d'automatisation pour générer un RPM. En fait, je buildais mon conteneur et j'installais les différents trucs à l'intérieur de mon conteneur nécessaires à créer un RPM. Donc là, je partais d'un CentOS 6. Et ensuite, quand je lançais mon conteneur, automatiquement, il buildait mon nouveau RPM pour ensuite faire les livraisons en prod. Pourquoi on a fait ça, on utilisait un RPM parce qu'à Decathlon, les serveurs ils sont encore en Red Hat 6 et Docker c'est à partir de Red Hat 7. Et du coup, Docker, il n'est pas encore utilisé trop à Decathlon en prod. Mais du coup, pour pouvoir automatiser l'installation de ce que je souhaitais envoyer en prod, il me fallait absolument un RPM. Donc c'est pour ça que j'ai créé le conteneur. Et lui, du coup, je lui ai juste donné le Dockerfile. Et de son côté, il a fait un Docker build comme j'ai fait. Et il a buildé le conteneur nécessaire à générer mon RPM. Après, il a juste à faire un volume avec son ordinateur pour lui dire « Ok, tu prends tel fichier, etc. » que tu as besoin en plus. Et après, il faisait juste Docker Run et ça buildait le RPM. C'était totalement transparent, qu'il soit que je sois moi sur OS X et lui sur Linux. Donc voilà. Du coup, cadeau. Donc je sais pas si... Ouais. Bonjour. J'ai une question par rapport à ce qui est redirection des ports, machine virtuelle, parce que toi tu es sur un OS X, mais donc sur une machine Linux native, donc il n'y a pas de machine virtuelle qui fait tourner Docker, si j'ai bien compris. Les conteneurs sont exécutés directement par le système. Ouais. Et du coup, au niveau de la redirection des ports, comment ça marche? Est-ce que ça va directement du coup taper les... En fait, sur le localhost, ou est-ce que tu as une adresse IP quand même spécifique à Docker? En fait, je me suis trompé pour la redirection de port tout à l'heure. En fait, le -P, c'est pour rediriger les ports du conteneur lui-même vers ma machine à moi. Du coup, peu importe que tu sois sur Linux ou OS X, tu vas devoir faire cette redirection de port. Par contre, le conteneur sur Linux, il va servir sur ton localhost à toi, sur ta machine directement. Mais sur OS X, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, il sert sur l'IP de la VM, sur la VM. Donc sur une machine Linux, par exemple un serveur, tu peux en fait pour par exemple chaque service web faire un conteneur Docker, lui assigner un port et directement depuis l'adresse de la machine accéder aux différents services des conteneurs. C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord, merci. Tu as un t-shirt du coup? Moi j'aurais deux questions du coup. Un seul t-shirt. La première c'était comment tu parles en fait qu'il y a sur OS X on a une machine virtuelle qui est créée et donc on a un démon à l'intérieur qui tourne, donc le démon Docker, et du coup on a le client qui est installé sur notre OS X, donc je suppose qu'il communique via sur un certain port en fait entre les deux. Donc est-ce que tu sais si c'est possible depuis par exemple j'installe un serveur on va dire chez Amazon et que j'installe le Docker démon dessus, est-ce que c'est possible de connecter le Docker client directement dessus? Ok, ouais, si justement ça c'est assez récent, c'est aussi une feature sur Docker Machine qui est pas mal, c'est que tu peux lui dire quand tu crées ta VM Linux, tu peux lui dire elle est sur elle utilise Amazon, elle utilise DigitalOcean. Du coup, tu fais juste un Docker Machine create --DigitalOcean et ensuite tu lui rentres l'adresse ou je sais plus quoi. Et ensuite, c'est totalement transparent. Lui, il va savoir que quand tu fais tes Docker PS, Docker Run et tout, il va savoir qu'il doit passer par le web pour aller contacter le démon sur ton serveur distant. Et ensuite, ça fait le taf comme si tu étais en local alors que ton démon, il est à distance.
Ok, et du coup ma deuxième question c'était est-ce qu'aujourd'hui tu as des retours sur par exemple la différence entre les performances qu'on peut avoir avec la virtualisation normale, donc ça veut dire des OS dans des OS, et la performance avec Docker? J'ai jamais trop fait l'analyse, mais là-dessus je fais un peu confiance à ce qu'on me dit, c'est qu'on peut lancer beaucoup plus de conteneurs que de VM. Après je peux pas te répondre à cette question par contre. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, fais passer. Oui, bonjour. J'ai des questions par rapport aux containers sur des aspects un peu particuliers. Je suis enseignant à l'ICEN et on se retrouve confronté à un problème qui est un peu dur pour nous à gérer, qui est le suivant. Les étudiants avant arrivaient avec des machines qui étaient calibrées par l'ICEN et c'est plus le cas maintenant. Chaque étudiant a sa machine et c'est vrai que pour certains cours, on imposait certains outils qui sont maintenant très durs à installer vu la multiplicité des machines et des OS qu'on va rencontrer. Et la question que je me posais, c'est est-ce que Docker, ça peut être une solution pour nous de préparer des containers, des images avec, je sais pas, les serveurs Postgre par exemple, ou des compilateurs qui seraient disponibles pour l'ensemble d'une promo sans avoir à passer à chaque coup un temps pas possible à configurer les machines des étudiants. Puisque vous parliez des postes de travail dans l'entreprise, oui. C'est un peu une question qui rejoint ça. Merci. Ouais, c'est tout à fait possible. Il suffirait juste d'imaginer qu'à l'ICEN, on crée un hub public ou privé et le rendre accessible aux étudiants. Et derrière, le professeur, avant son cours, il push il envoie les différentes images sur ce hub avec les trucs bien installés. Comme vous disiez... les NetBeans, par exemple, qui sont à chaque coup, on s'arrache la tête. Ouais, faire un NetBeans... je sais parce pas que trop l'IDE... Voilà, après, il y a le problème de l'interface et de l'IDE, mais... je pense que c'est possible, mais ça, j'ai jamais trop testé d'installer... mais il faudrait creuser à ce niveau-là, mais... je peux pas affirmer, mais je pense que... Je sais pas, il y a des forums peut-être déjà... Ouais, la communauté est assez active, mais par exemple, je sais que Spotify, ils automatisent carrément l'intégralité de leurs posts. Ils mettent à disposition justement les VM avec tout ce qui est installé dessus, enfin le l'IDE, etc. installé dessus, je pense. Et derrière, ils lancent des conteneurs qui lancent leurs microservices, etc. Et ils peuvent les modifier depuis... avec leur IDE. Ouais. Ok, merci. Du coup, vous avez le droit à votre t-shirt. Ok, on va peut-être enchaîner sur la présentation de Romain qui utilise Docker lui chez Worldline. Du coup.